Bonjour aux fidèles auditeurs de l'Institut des Libertés Médias, IDL Média. Comme vous le savez, l'Institut des Libertés a été créé il y a déjà bien longtemps, c'était surtout un support écrit. Et d'habitude, je m'arrêtais toujours de publier ou de travailler pendant le mois de juillet et le mois d'août, sauf s'il se passait quelque chose d'important. Et auquel cas, j'intervenais. Cette fois-ci, je suis obligé d'intervenir parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. C'est cet accord européen que nous avons signé et sur lequel je voudrais vous dire quelques mots parce que je crois que c'est très important. C'est-à-dire, je ne pense pas que vous ayez été correctement informé par la presse, en particulier française, qui a qualifié ça d'accord historique, on avait sauvé l'Europe ou n'importe quoi. En réalité, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave et dont je voudrais que vous soyez informés. Et comme c'était très important, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je vais répondre à mes propres questions, plutôt que de me les faire poser par quelqu'un d'autre. Et pour une fois, j'ai préparé mes réponses, puisque c'est moi qui l'allais causer, donc je savais de quoi j'allais vous parler. Donc voilà un petit peu l'essentiel. Cette émission sera suivie par une interview que nous avons faite avec Marcus Kerber, qui vous donnera le point de vue allemand. Et comme ça, vous aurez le point de vue d'un économiste libéral français et le point de vue de Marcus Kerber. Donc je commence. Alors je voudrais vous parler de cet aspect à la lumière de cet accord à la lumière de trois aspects importants. Les aspects légaux, les aspects économiques et les aspects politiques. Alors je voudrais commencer par les aspects légaux qui me semblent de loin les plus importants. Tout ce qui a été signé, tout ce qui a été accepté par la Commission, par les différents pays, est formellement interdit et par tous les traités européens. C'est-à-dire qu'en aucun cas la Commission ne pouvait lever des impôts, c'était formellement interdit. Je signale que la Commission, dans l'organisation européenne, est chargée de faire respecter les règles européennes. C'est-à-dire que celui qui est chargé de respecter les règles est celui qui les viole en l'occurrence, ce qui est quand même très gênant. La quasi-totalité des traités interdisaient le financement d'un pays ou la garantie d'un pays par un autre. Et c'est ce qu'on a cette fois-ci, puisque nous avons fait une espèce de mutualisation de la dette. Et cette mutualisation de la dette est elle-même interdite par les traités. Donc tout ce qui vient de se passer est complètement illégal. Et donc il s'agit d'un transfert de souveraineté gigantesque de la fiscalité qui d'habitude était restée en Europe du ressort de chacun des souverains, s'est transféré à une institution extérieure, la Commission, qui n'est élue par personne. Et donc nous avons transféré une partie de la souveraineté fiscale à l'extérieur de la France, comme nous l'avons déjà fait en grande partie pour notre souveraineté monétaire complètement, pour notre souveraineté juridique, etc., etc. Et ça s'est fait sans qu'aucun peuple européen n'ait été consulté. Pas de référendum, pour l'instant, pas de vote par les parlements. De toute façon, le Parlement français, compte tenu de sa composition, il votera dès demain. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est voté par le Parlement que ça devient légal, puisque les traités sont d'un ordre supérieur aux actes faits par les parlements. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout cet accord est quelque chose de complètement illégal et de complètement prévu par les traités qui ne devait jamais avoir lieu. Donc il me semble que bâtir quelque chose sur l'illégalité, c'est bâtir une maison sur des fondations de sable. C'est ce qu'ils ont fait n'était pas autorisé et ne l'aurait jamais été si on avait demandé à son avis au peuple. Alors du point de vue économique, pourquoi ont-ils fait ça? Nous avons eu la crise du coronavirus qui a fait chuter très lourdement les pays européens, les économies des pays européens, et on va lever 750 milliards d'euros, dont à peu près la moitié en dons. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui va donner à qui? En fait, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien par la Banque centrale qui sera donné au pays, mais qui ne correspond à aucune création de richesse. Et puis 350 milliards d'impôts qu'il va falloir repayer, de prêts qu'il va falloir repayer par des impôts plus tard. Et c'est là que le bas blesse, le plus. Et donc, du point de vue politique, du point de vue économique, prenons le cas de l'Italie, par exemple. L'Italie a un gros problème depuis la création de l'euro.
c'est que sa rentabilité du capital investi, c'est-à-dire combien vous gagnez quand vous investissez 100 € en Italie, dans le fond, est négative. C'est-à-dire que quand vous investissez en Italie aujourd'hui, dans l'industrie ou dans beaucoup de secteurs, vous perdez de l'argent. Et donc vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez à l'Italie pour compenser les pertes qu'elle fait année après année parce qu'elle n'est pas compétitive. Ça ne réglera pas le problème. On est en train de faire en Europe ce que l'Italie du Nord a fait avec l'Italie du Sud, qui n'était pas compétitive. Vous transférez de l'argent de l'Italie du Nord vers l'Italie du Sud, ça ne crée aucune industrie en Italie, ça crée grosso modo la corruption, le transfert de fonds, la mafia et la paresse pour tout le monde. Dites-vous bien qu'une subvention, ça déshonore celui qui la reçoit, mais ça déshonore aussi celui qui la donne. Donc c'est un truc déshonorant. On est en train de penser que les Italiens ne sont pas capables de faire concurrence aux Allemands. Ce qui est complètement idiot si on prend une perspective historique, où quasiment tout a été inventé en Italie. Donc c'est une espèce de racisme. On va donner de l'argent à ces pauvres Italiens ou à ces pauvres Espagnols qui ne sont pas capables de le gagner par eux-mêmes honnêtement. Est-ce que vous imaginez quelque chose de plus blessant pour un peuple? En tout cas, moi je ne peux pas l'imaginer, c'est impossible. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la France, économiquement, avec les qualités de négociateur hors pair de notre président, qui a certainement appris ça chez Rothschild, il a réussi à négocier, si vous voulez, pour que la France garantisse quelque chose comme 80 milliards de prêts et que la France n'en touche que 40. Si vous voulez, avec un négociateur comme ça, on est mal parti. Je vous signale que les Hollandais se sont débrouillés pour toucher à peu près autant qu'ils garantissaient, etc., etc. Et surtout, le truc le plus important, c'est que cette manne de 750 milliards d'euros, qui va la distribuer? C'est beaucoup d'argent, 750 milliards d'euros. Qui va la distribuer? Poser la question, c'est y répondre, c'est la Commission. C'est-à-dire que c'est la Commission qui va décider, dans sa grande sagesse, qu'il faut faire un pont quelque part au fin fond de la Bulgarie, ou qu'il faut créer une université quelque part en Yougoslavie ou je ne sais où, ça n'existe plus, mais enfin dans un pays comme celui-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit d'une prise de contrôle des subventions étatiques au sommet, alors que tout l'effort de l'Europe, c'était d'empêcher chaque État de faire des subventions et de les donner à ses gars. Donc, on dit aux Européens, vous n'avez pas le droit de subventionner Air France ou j'en sais rien, mais la Commission européenne, elle a le droit de subventionner qui elle veut. Et je suis prêt à parier qu'ils vont subventionner tous les gens qui font voter pour eux. Donc, du point de vue économique, on va gaspiller de l'argent de façon extravagante pour essayer de sauver des gens qui ne peuvent pas être sauvés, puisque le problème, c'est le taux de change auquel ils échangent leur production. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est l'euro, qui a introduit un faux taux de change entre l'Italie et l'Allemagne, et entre l'Espagne et l'Allemagne, et il faudrait corriger ce faux taux de change, et non pas donner des subventions. Ça me paraît absolument extraordinaire. Et la troisième question, donc je voudrais évoquer rapidement, maintenant, et je suis désolé, ça a l'air un petit peu préparé à l'avance. Pourquoi? Parce que ça l'est. Je l'ai préparé à l'avance. C'est que les considérations politiques. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose de très difficile parce que les gens au pouvoir peuvent lever des impôts sur peu de gens qui les paieront pour les distribuer à beaucoup de gens qui les remercieront en votant pour vous. Ça s'appelle en quelque sorte de la corruption d'électorat. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand vous pensez qu'un pays comme la Pologne va recevoir quelque chose de 130 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 10 ans de contribution nette de l'Europe au développement de la Pologne, elle va les recevoir en une fois, ce qui fait que le Premier ministre polonais a dit « la Pologne va rentrer dans les années les plus glorieuses de son histoire ». Ce qui me paraît une imbécilité de sa part,
Pourquoi ? Parce que si les subventions suffisaient à créer de la croissance, l'Union soviétique serait le pays le plus développé du monde. Vous savez, ce qui crée la croissance, c'est l'entrepreneur, du travail, des gens qui bossent et un état de droit qui fonctionne. C'est certainement pas des subventions étatiques, mais ça a permis d'acheter les voies de la Pologne, qui sans ça aurait sans doute mis son veto à ces accords. Donc vous dites à la Pologne, si vous ne mettez pas votre veto, on vous file 130 milliards d'euros, ce qui vous permet certainement d'être réélu dans les 2 ans qui viennent. Eh bien ça, je trouve ça le contraire même de ce que devrait être un système démocratique. Donc ce fonds européen de 750 milliards d'euros, vous devriez l'appeler non pas le fonds pour rebâtir l'Europe, mais le fonds pour corrompre l'Europe. C'est un fonds de corruption. Et ça n'est rien d'autre. C'est pour que les commissionnaires européens aient de l'argent à distribuer pour pouvoir acheter les gens qui comptent dans chaque pays, quoi. C'est donc la deuxième chose du point de vue politique, c'est le début d'une taxation européenne. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dès que vous permettez une nouvelle taxation, elle a tendance à monter ensuite de façon géométrique. La taxation, c'est un peu comme l'honneur. Une fois qu'on l'a perdu, il est perdu. Donc si vous avez perdu le refus d'être taxé, vous êtes foutu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la contribution sociale généralisée inventée par M. Rocard, qui avait commencé avec 1,5% du PIB pour financer je ne sais quelle bêtise, et qui maintenant se retrouve à 30 ou 40% du PIB ou je ne sais plus combien. Dès que vous mettez le doigt dans l'engrenage de permettre une nouvelle taxation, ça se développe de façon foudroyante. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau pouvoir taxateur en Europe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai besoin d'une nouvelle série d'impôts, comme d'un trou dans la tête. J'en paye déjà suffisamment en France. Je n'ai pas envie de toucher une couche de plus supplémentaire en Europe. Parce qu'il ne faut pas rigoler. On me dit qu'on va supprimer des pouvoirs en France parce qu'il y aura les nouvelles fonctions qui seront maintenant exercées par l'Europe. Si vous croyez à ça, si vous croyez que parce qu'on a supprimé, je ne sais pas, si on a créé la région, on a supprimé les départements, vous avez toujours la région, les départements, et maintenant il y a les régions de région. Donc à ça, on va rajouter l'Europe. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, ça nous amène à une perte de souveraineté, encore une fois, que personne n'a voté en Europe, en France, et personne en Europe. Donc la conclusion est assez simple. Et je pèse mes mots. Comme vous le savez, je suis un homme très modéré et tout, mais de temps en temps, je m'agace. Il s'agit d'un coup d'État pur et simple. C'est-à-dire le coup d'État pour détruire les nations européennes et amener un pouvoir fédéral européen a été très visible au moment de M. Draghi, quand il a dit « je ferai n'importe quoi pour sauver l'euro », et il a fait n'importe quoi, puisqu'il était interdit à la Banque Centrale Européenne de financer les déficits budgétaires européens, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de facilité depuis. Donc il a commencé, c'était un coup d'État, et ça c'est la continuation de ce coup d'État, c'est de créer un ministère des Finances européen qui devra gérer la dette européenne et lever des impôts. Il s'agit donc de la continuation du même coup d'État par des gens que personne n'a élus. Et si vous croyez que c'est une victoire européenne, c'est peut-être une victoire pour Bruxelles, mais ce n'est en aucun cas une victoire de la démocratie ou des peuples européens. Pour eux, il s'agit d'un recul de leur démocratie absolument gigantesque. N'oubliez pas que le but de ces gens-là, et ils en ont un qui est très clair, c'est de faire gérer l'Europe par des gens que personne n'a élus, des technocrates, comme nous en avons tant à Bruxelles, et qui seront contrôlés par des cours de justice qui ne seront pas dépendantes des États nationaux. C'est-à-dire, vous avez la Cour de justice européenne qui, de façon surprenante, rend toujours des arrêts favorables aux décisions prises par la Commission, même en cas de coup d'État. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui mis au point une espèce de machine infernale en Europe qui va détruire nos démocraties. Nous sommes en train d'arriver dans un totalitarisme mou. Une espèce de chose où nous n'avons plus rien à dire sur notre avenir. Tout est fait en Europe, tout est fait à Bruxelles, et je trouve que c'est un recul extraordinaire. Donc je vais maintenant avoir une réunion
que vous allez voir avec Marcus Kerber et dans lequel on va essayer de voir ce que nous pourrons faire, moi en tant que Français, lui en tant qu'Allemand, pour essayer de faire monter une protestation, d'abord sur le plan légal, de poser la question aux cours de justice. Ces décisions qui ont été prises sont illégales et inconstitutionnelles, il n'y a pas le moindre doute. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vraiment vous pensez que le droit, c'est un machin qu'on met en ordre une fois qu'on a pris toutes les décisions? Mais non, le droit, c'est ce qui donne sa colonne vertébrale à une société. Il n'y a pas de démocratie sans un état de droit. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec Marcus. Et finalement, je voudrais terminer par là, c'est l'abandon par M. Macron d'une liberté de plus, d'une souveraineté de plus. Et ce qui fait que la dernière fois où j'ai vu une République française se suicider, c'était en 1940, quand la Chambre du Front Populaire avait voté pour Pétain, je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, aujourd'hui, je crois que sont au pouvoir ceux que De Gaulle appelait les ennemis de la France. Et il va falloir que les Français se défendent contre ces nouveaux ennemis de la France. Et c'est un petit peu le combat dans lequel je me suis engagé. Et c'est pas parce que je n'ai aucun espoir de réussir que je ne vais pas m'y livrer. Merci beaucoup. Ceci conclut donc la première partie de cette réflexion sur les accords européens. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cet échange avec vous et avec Marcus Kerber pour avoir le point de vue d'un Allemand qui se bat depuis longtemps pour que les procédures démocratiques l'emportent sur les procédures technocratiques. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de la deuxième partie. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de cette émission de l'Institut des libertés médias, qu'on va appeler l'IDL Média pour raccourcir maintenant. Je reçois aujourd'hui M. Marcus Kerber, que j'ai déjà reçu une ou deux fois dans ces émissions, et qui est dans le fond notre correspondant privilégié pour nous expliquer à nous, Français, ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'on ne peut pas dire que la presse française nous informe particulièrement bien sur les pensées du peuple allemand. Marcus est quelqu'un qui a déposé de nombreuses plaintes auprès de la Cour constitutionnelle allemande, des cours européennes, contre les tentatives de prise de pouvoir des autorités européennes qui rien ne justifie. Et donc, je veux lui demander son avis sur ce qui s'est passé la semaine dernière à peu près, dans ces accords européens qui ont été passés, où on va emprunter je ne sais combien de centaines de milliards d'euros, et quelle est son attitude, et comment on va... Et avant de commencer, je voudrais quand même dire un tout petit mot sur ce qui s'est passé en France à ce moment-là. J'ai été extraordinairement surpris par la totale nullité de la presse française, qui nous a expliqué que c'était une grande victoire pour l'Europe. Et je veux bien que ce soit une grande victoire pour Bruxelles, mais c'est une énorme défaite pour les peuples européens et pour la conception que j'ai moi de l'Europe, c'est-à-dire une Europe de la diversité et non pas une Europe technocratique et dont personne ne veut. Donc Marcus, maintenant je vais vous demander de me donner la parole pour vous demander le point de vue allemand, ce qui s'est passé, et en nous résumant un petit peu ce qui s'est passé. Écoutez, Charles, premièrement, je suis très honoré d'être nommé votre correspondant à privilégié. Berlin. Rien n'est plus difficile que de vous dire ce que pense le peuple allemand, parce que le peuple allemand, dans sa diversité, avec tous ces courants qui existent, est aussi malmené par les médias allemands que les Français par les médias publics en France. Premièrement, c'est l'été, et cet accord, ce compromis dit historique, passe un tout petit peu à côté des événements et a été préparé comme si le gouvernement veut augmenter le taux de la TVA de 2 ou 3%. Donc rien d'extraordinaire. Et pour l'instant, il n'y a pas encore une prise de conscience totale du pas décisif en avant vers moins de démocratie fiscale en Allemagne, parce qu'on va devoir servir une dette à laquelle le Bundestag, le Parlement allemand, n'a pas consenti, pas encore consenti, une dette qu'on ne peut pas rembourser,
sans avoir des impôts européens, ce qui est une chose complètement illégale jusqu'à présent, et que par la dette qu'on souhaiterait lever, c'est-à-dire les 750 milliards par un emprunt obligataire européen, proprement dit européen, servira pour une très importante partie à faire des cadeaux à un certain nombre de pays, comme l'Italie, l'Espagne, également un peu la France, à un moindre degré. La France, je peux vous arrêter, la France, d'après mes calculs, enfin je ne sais pas s'ils sont justes, on va garantir 80 milliards et on va toucher 40. Donc la France, elle est plutôt dans ceux qui payent. L'essentiel pour le président Macron était que l'Union européenne lève des dettes collectives. Voilà, c'était ça le but. C'est le début du mal, je dirais. Alors donc, petit à petit, il y a un débat encore estival, mais un débat qui pose la question, est-ce que c'était ça la raison d'être de l'Union européenne? Est-ce que les pouvoirs à Bruxelles ont des dispositions juridiques qu'ils peuvent invoquer pour aller dans cette direction, c'est-à-dire un emprunt obligataire solidairement redevable par la totalité des peuples européens? Deuxièmement, des impôts prévisibles à l'échelon européen, décrétés par la Commission et approuvés par le Parlement européen, qui jusqu'à présent n'a jamais fait ainsi. Et deuxièmement, comment est-ce que la Commission européenne, qui devrait normalement être le gardien des traités, c'est-à-dire faire respecter que les traités soient obéis, que les pays membres, qui ont été toujours considérés comme les périls, obéissent les règles du traité, comment est-ce que cette commission a pu se permettre de faire un tel pas, je ne dirais pas en avant, mais en arrière, mais un pas quand même vers l'illégalité, en prétendant de pouvoir décider quelle somme est bon pour quel pays, dans quel endroit. C'est là où nous sommes vraiment, Charles, dans un moment hayekien, parce qu'un État ou une instance étatique dit « nous savons ce qu'il faut », c'est-à-dire un recovery fund, un fonds de reprise, alors que rien n'a été détruit. Nous ne sommes pas dans une situation de l'après-guerre, les infrastructures sont plus ou moins intactes. Et deuxièmement, cet État dit « nous voulons avoir beaucoup d'argent pour décider d'une façon assez discrétionnaire comment employer cet argent ». Je dirais, la seule explication qui peut servir à comprendre intellectuellement pourquoi la Commission a fait cela et pourquoi un certain nombre de gouvernements ont suivi, c'est parce que la Commission veut avoir un pouvoir central. Et l'argent est l'élément clé de ce pouvoir central. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de me dire, si je peux me permettre. Malheureusement, les démocraties, toutes confondues, ont consenti, dans un premier temps, à rendre les clés à la Commission, c'est-à-dire leur donner un pouvoir d'endettement que, à partir de 2028, les États vont devoir rembourser, la Commission va être obligée de rembourser pendant 30 ans avec, bien entendu, les finances ou les garanties des pays membres. Alors, chez nous, en Allemagne, on sait très bien que ce n'est pas la Grèce ni Chypre qui va rembourser tout cela et que c'est un pari qui est fait par des gens qui veulent, pendant les 8 années à venir, augmenter d'une façon exponentielle leur pouvoir. Donc, bref, il y a une malaise croissante, la discussion ne fait que commencer, et toutes celles et ceux qui sont très attachés à la souveraineté, à la démocratie et aux libertés publiques regardent ce processus avec la plus grande vigilance. Nous considérons Mme von der Leyen plus du tout comme un représentant de politique allemand. Elle a peut-être encore un passeport allemand, mais elle est complètement, pas dans les mains, mais elle fait partie aujourd'hui de cette machinerie européenne à Bruxelles. Alors, lorsque j'ai pensé à préparer un peu notre entretien, un livre m'est venu à l'esprit, qui a été écrit par quelqu'un dont nous ne partageons pas complètement les idées. C'est François Mitterrand qui écrivait le coup d'État permanent. Oui, avec De Gaulle, sur la Constitution de la 5e. Car il y aura toujours
le coup d'État. Aujourd'hui, il est temps de relire ce pamphlet combatif, parce que je dirais presque, pour rendre moderne, pour rendre actuel, ce que ce politicien doué, également en matière de style, on pourrait le traduire dans l'actualité en disant, entre les pouvoirs de Bruxelles et les peuples européens, il y aura toujours un coup d'État permanent. Alors, ce que la Commission a proposé est un véritable coup d'État. Et si on voit un tout petit peu rétrospectivement l'évolution de l'Union monétaire, on nous a dit l'Union monétaire, c'est le couronnement de l'intégration européenne. Une fois qu'on a bien vu que ça ne fonctionne pas, on a dit, mais écoutez, il faut maintenant un fonds de sauvetage. Premièrement, un European Financial Stability Facility, puis un MES, un mécanisme de stabilité européen. On a systématiquement élargi les pouvoirs de Bruxelles, les pouvoirs de l'Union, puis on a dit il faut une union bancaire. On n'a pas encore réglé le problème. Qui va payer pour les résolutions bancaires dans l'avenir? Ça va venir parce que dès 2021, nous aurons à coup sûr des faillites bancaires. Et ça, c'est la méthode de Bruxelles. Commencer par un petit pas, et puis on provoquera dans une situation venue un autre coup d'État, et c'est ainsi que nous nous arrogeons de plus en plus de pouvoirs qui ne sont absolument pas dans le traité. Aujourd'hui, je constate, la Commission est dans la plus parfaite illégalité. Il n'y a pas de... Alors, je vous arrête. Pour lancer des emprunts collectifs et pour des impôts, mais nous sommes pourtant dans une telle situation. Et je pense aujourd'hui, la Commission se félicite de cette crise Corona. C'est une crise bienvenue. Comme disait Winston Churchill, you should never let a crisis pass by. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Ce qui m'amène à, dans le fond, ce fonds européen qui est traité, on peut appeler ça, puisqu'on sait qu'il va être dépensé n'importe comment, on peut appeler ça un fonds de corruption. Ça va permettre à la Commission européenne d'acheter les récalcitrants. Ceux qui je profite de votre expression un peu pamphlétiste, soit le chantage, c'est-à-dire vous, les Européens du Nord, vous payez, vous êtes prêts au transfert, ou vous n'aurez plus le marché intérieur, ou la corruption directe. Regardez un tout petit peu la Pologne. La Pologne recevrait un chèque de 160 milliards. C'est pour la Pologne inimaginable. Et le lendemain matin, le Premier ministre polonais a dit, écoute, l'âge d'or de la Pologne va commencer dès la réception de ces fonds-là. Juste pour vous donner un exemple. Donc c'est un fonds de corruption. C'est une façon de dire, écoutez, renoncez à vos prérogatives de démocratie nationale. En échange, on mettra à votre disposition beaucoup d'argent. Simplement, ce discours fait oublier à celles et ceux qui consentent à ce piège que c'est enfin l'argent garanti ou la dette garantie par les États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est de l'argent qu'on emprunte, mais c'est de l'argent qu'on emprunte, si j'ose dire, à nos enfants, et ça n'a strictement rien à voir avec la capacité des États à investir cet argent de façon convenable. Alors, deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est, bon, nous sommes en face d'un coup d'État, comme vous l'avez fort bien dit, qui est d'une certaine façon illégal, comme la plupart des coups d'État, jusqu'à ce qu'on change la Constitution après, comme on l'a fait. Si vous voulez, en France, on a eu un coup d'État en mai 58, puis ensuite on a fait une Constitution qui a justifié le coup d'État. Donc on peut toujours justifier un coup d'État après coup en changeant la loi fondamentale. Mais ce que j'essaye de vous demander, c'est quels sont les recours juridiques que les Européens aujourd'hui ont contre ce coup d'État? Parce que je sais qu'en France, je n'en ai aucun. Je n'ai pas une seule institution à laquelle je peux m'adresser, porter plainte pour dire on a trahi la souveraineté de la France, je n'ai jamais donné ce droit à qui que ce soit. Nous ne pouvons pas le faire en France. Est-ce que vous pouvez le faire en Allemagne? Écoutez, en Allemagne, nous avons une jurisprudence extrêmement développée et qui protège le citoyen de notre démocratie contre l'aliénation de pouvoir en direction de Bruxelles par ce qu'on appelle des actes ultra-vires, c'est-à-dire
des actes de la communauté, soit politiques, soit législatifs, qui enlèvent à la démocratie allemande l'essentiel de son contenu. Alors, vous le savez fort bien, dans l'article 5 du traité de l'Union européenne, est dit le principe des pouvoirs limités, c'est-à-dire les pouvoirs transférés à Bruxelles, c'est un numerus clausus. La Commission, ni le Parlement, ni le Conseil européen n'ont pas un pouvoir implicite, implied powers, comme on dit en anglais. C'est-à-dire d'élargir automatiquement ce... Donc, ce que vous êtes en train de redire, c'est qu'on leur a dit, vous avez le droit de faire ceci ou cela, mais une fois que... pas plus. Alors, dans la Constitution allemande et dans la Cour constitutionnelle, nous avons la possibilité d'invoquer cette violation de la démocratie qui est conçue comme un droit subjectif de chaque citoyen. Et c'est ce que nous avons fait avec le traité de Maastricht, avec le traité de Lisbonne, avec les différents mécanismes dits de stabilité européenne, avec l'union bancaire, avec le PSPP, c'est-à-dire avec le programme d'achat immense d'emprunts obligataires par la Banque centrale européenne, en disant que la Banque centrale européenne n'a pas le pouvoir de se mêler à la politique nationale de dépenses en facilitant par des achats massifs l'endettement des États. Je vous arrête une fois encore. Je vous arrête une fois encore. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans le fond, ce coup d'État, il a commencé en 2012, quand Draghi a dit « whatever it takes ». On fera tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'à dès ce moment-là, ils ont commencé à violer un petit peu. Un point culminant, un point marquant dans la politique de la européenne, le coup d'État a commencé, à mon avis, bien plus tôt, parce que les élites de Bruxelles n'ont pas l'idée de se contenter avec une union monétaire décrite par le traité de Maastricht. Ils voulaient plus. Ils veulent un État fédéral. Parce que pouvoir décider tout à Bruxelles et de réduire les nations à des simples provinces, c'est une tentation pour un haut fonctionnaire qui est irrésistible. Et je pense sur ce plan-là, il y avait déjà en 1992, je dirais, des arrière-pensées de la part de certains gens-là. Jacques Delors avait très certainement l'idée que le Parlement sera une espèce de Sénat, Parlement européen, que la Commission sera un gouvernement fédéral et qu'à côté, on aura quelques petits préfets régionaux qui s'appellent chancelier fédéral ou premier ministre. Donc le modèle, c'était la Constitution américaine, où les États étaient au départ, les États fédérés étaient au départ tout à fait propriétaires, et puis ils ont fait petit à petit bouffer par l'État fédéral, et, oui. et c'était dans le fond ça s'est fait lentement, ça en 1 ou 2 siècles, mais les États fédérés ne sont plus ceux qui appellent les grands coups, quoi. Voilà, je ne conteste pas la légitimité d'une telle réflexion, simplement il faut l'exposer à un véritable débat. Et je rappelle dans le texte, le général de Gaulle, dans sa conférence de presse en 1962, lorsqu'il a dit, écoutez, je ne peux pas m'imaginer que tant que l'Europe reste l'Europe, que la France n'est plus la France, l'Italie n'est plus l'Italie, l'Hollande n'est plus l'Hollande, l'Allemagne n'est plus l'Allemagne. Entre ces pays-là, entre ces vieux pays, ces vieilles nations, il y a plus de différences identitaires qu'entre la Caroline du Sud, la Caroline du Nord. Donc notre genèse comme continent est tout à fait différente. C'est pour ça que le modèle fédéral n'est pas adapté. Mais pour revenir à ce qui se passe, et ce qui rend illégitime même la procédure, c'est il n'y avait pas de débat. Non, le débat était interdit. En Allemagne et en France. Alors certains élites disent on fait comme ça, et derrière les coulisses, il y avait bien entendu l'Italie qui dit si l'Allemagne se refuse à une responsabilité financière solidaire, eh bien on menace l'Allemagne ou l'Europe de quitter le marché commun. Je pense qu'une telle menace est absolument pas crédible, parce que l'Italie aurait beaucoup de choses à perdre. Et les autres, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, l'Autriche, n'ont pas le poids pour s'opposer avec la suffisante légitimité à un tel projet. Ils ont amadoué un tout petit peu les conditions de ce
de ce fonds. Pour payer moins. C'est ce qu'a fait la Hollande avec beaucoup de succès. Comme d'habitude, la Hollande a réussi à payer ce qu'elle allait manger, mais pas ce que les autres mangeaient, quoi. C'est ce qu'on appelle le « we are going Dutch ». Plus scandalisant est le comportement de la Pologne. La Pologne qui se présente toujours comme un pays de héros et de victimes et qui pense que l'Europe, et au sein de l'Europe particulièrement, l'Allemagne aura une grande dette vis-à-vis d'elle. Cette Pologne a eu parfois en net 16 milliards d'euros, plus de 10% du budget en net. Et maintenant, la Pologne reçoit, malgré la critique que la Pologne de tous bords a formulée contre la Commission européenne. Alors, lorsqu'il s'agit de l'argent, la Pologne abandonne les grands principes de la démocratie et est bien prêt à se laisser corrompre, comme vous le dites si pertinemment. Mais ce qui se passe, c'est donc une tentative de coup d'État. Et il existe des moyens juridiques en Allemagne, et à mon avis simplement en Allemagne, parce que je ne vois pas d'autres pays où ça se passe, où ça pourrait se passer. Charles, il y a également la Cour de justice européenne, qui normalement est censée de pouvoir et de devoir délibérer sur la non-conformité. Mais elle ne le fera pas. Elle est vendue. On verra, peut-être il y a dans le Parlement un certain nombre de députés qui disent, mais écoutez, trop c'est trop, on va maintenant porter plainte devant la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne, en matière compétentielle, a été toujours très généreuse vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis des institutions européennes en général. Bien sûr. Et récemment, dans deux arrêts vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Donc, on ne peut pas attendre de la part de la Cour de justice européenne une sévérité extraordinaire. Parce que, si je comprends bien, le scénario vers lequel il nous dirige, c'est quelque chose qui ressemble à, dans le fond, des gens non élus, qui sont les fonctionnaires à Bruxelles, etc., qui prennent le pouvoir pour l'ensemble de l'Europe, et qui sont contrôlés par des cours de justice européennes. C'est-à-dire qu'on a un système de gouvernement par les juges et des technocrates. Ça n'a plus rien à voir avec une démocratie. C'est un système, écoutez, je me permets quand même de verser un peu d'eau dans votre vin. C'est un système qui n'a pas aussi mal que ça fonctionné dans les années 60. Ah, mais tout à fait. La problématique dans les années 60 était de la construction de l'Europe comme communauté juridique, comme communauté de droit. Mais le pouvoir restait dans les pays. La souveraineté restait dans le pays. Que vont faire les pays membres? Est-ce qu'ils vont refuser l'application d'un certain nombre de règles européennes, des libertés européennes, qui par la Cour de justice ont été interprétées comme des libertés individuelles? Le droit d'un ouvrier d'aller travailler de la France en Allemagne, d'un entrepreneur allemand de fonder un établissement sans discrimination en France. Alors, dans les années 60, 70, ce système a plus ou moins bien fonctionné, mais ce qui était au début une bénédiction est devenu un fléau à côté, je dirais, des instances gouvernementales ou institutionnelles à Bruxelles. S'est développée une oligarchie assez autocrate à Luxembourg qui est très en faveur d'une plus grande intégration. C'est-à-dire, ce sont des buts très, très politiques. Hein, c'est plutôt un bureau politique qu'une magistrature. Et c'est là où commence le problème. Alors, si vous regardez en plus, je dirais, la motivation des arrêts sont des textes parfois très bâclés. Comme le dit d'ailleurs avec pertinence la Cour de justice constitutionnelle allemande dans son arrêt du 5 mai de cette année. Où elle avait été très sévère. On ne pouvait pas, là on a obtenu gain de cause, on ne pouvait pas accepter un tel arrêt de la Cour de justice européenne parce qu'il était méthodologiquement indéfendable sous tous les aspects. Vous imaginez une Cour de justice constitutionnelle prononce un tel commentaire sur le travail de leurs collègues à Luxembourg. Mais alors pour endiguer un tout petit peu votre zèle,
attendant s'il y a des députés au sein du Parlement européen, au sein de ce qu'on appelle le Parlement européen, qui sont prêts à mettre la Cour de justice européenne à l'épreuve. Hein, et donc, voilà, je vous arrête une seconde. D'accord. Le Conseil constitutionnel, avec des gens juridiquement aussi peu qualifiés que M. Fabius ou pire encore M. Alain Juppé, peut-être trouvera à cette occasion, peut-être donnera une démonstration de son indépendance, ou préfère de rester un aréopage qui permet la réinsertion sociale des éléments comme M. Juppé, qui n'a dans sa vie jamais une formation juridique, si je suis bien informé. Non. Donc, pour nos auditeurs, il faut maintenant, vous savez, on a fait le diagnostic, il y a une tentative de coup d'État. Cette tentative de coup d'État est un coup d'État de plus, si j'ose dire. Il y a eu un processus de coup d'État européen qui a commencé, par exemple, quand les Français ont refusé le traité de Maastricht, on leur a collé le traité de Lisbonne. Ce que je veux dire, c'est pas nouveau, ça s'appelle une forfaiture en droit, mais on y a eu droit. Donc ça a commencé il y a bien longtemps, vers 2005-2007. Ce coup d'État continue. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que vont me demander tous les auditeurs. Vous pensez bien, ils vont me dire, bon, ben c'est bien joli ça. On a un coup d'État par des gens qui se disent élus, mais qui ont été élus par même pas 20% de la population. Ils ont ce comme appelé les gaullistes. Vous savez qu'un pouvoir peut être légal et illégitime. C'est un peu ce qu'on a en France. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je pense que la carte de la légalité est très importante. Elle est incontestable et incontestée. Et elle met la Commission européenne et les instances de Bruxelles devant le problème de leur crédibilité. Parce que l'Union européenne a été créée comme une communauté de droit, oui, avec des règles à respecter. Et la Commission elle-même a été instituée pour devenir la gardienne de ces règles. C'est-à-dire elle est la gardienne suprême. C'est pour cela qu'on lui a donné l'indépendance. Très importante. Au début, c'était un collège c'était un secrétariat. De monsieur assez indépendants, de hauts fonctionnaires, des gens comme Ortoli, puis petit à petit, c'est devenu une instance extrêmement politique avec des gens de parti. Bref, alors je pense qu'il faut confronter la Commission, et notamment la présidente allemande, devant cette réalité et lui poser la question, est-ce que vous êtes vraiment le complice de la destruction juridique de la communauté européenne? Or, lorsque nous avons mené un grand nombre de litiges devant le tribunal constitutionnel en Allemagne, on a utilisé cet instrument non seulement pour éclaircir un certain nombre de questions juridiques, mais pour délégitimiser l'action du gouvernement. Parce que la non-constitutionnalité d'une action politique du gouvernement est un aveu. C'est le rang illégitime. Le rang illégitime. Ça jette, au moins en Allemagne, plus qu'un doute sur l'action du gouvernement. Alors donc, je pense qu'il faut jouer cette carte-là. Deuxièmement... Attendez, je vous arrête là parce que c'est très important ce que vous dites. Vous dites qu'il faut jouer la carte de la légalité pour montrer que les décisions qui sont prises sont à la fois illégales et donc, de ce fait, deviennent illégitimes. C'est-à-dire que le peuple, c'est un peu le truc de saint Thomas d'Aquin, où c'est le devoir du citoyen de se révolter contre un tyran. Oui, alors je pense que là, vous avez soulevé un point très important. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple Madame Lagarde, qui a dit en 2012, nous avons violé les traités pour sauver l'euro, et c'était bien comme ça. Elle a dit, parce que j'entends le terme tribunal constitutionnel allemand, je quitte la salle. Donc, ce milieu qui se croit très élitiste, en l'espèce où cet élitisme va de pair avec une incompétence totale en matière monétaire, pense ne plus être redevable de rendre des comptes sur un plan juridique. C'est une clique auto-intronisée qui pense avoir épousé la vérité et de ce fait-là
est doté par l'histoire d'une mission historique. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on avait avec l'Union soviétique? Absolument la même chose. C'est un raisonnement totalement totalitaire. Les communistes ont raisonné ainsi, et tout despote, tout dictateur raisonne comme ça, en disant c'est moi ou l'écroulement, c'est moi ou le chaos. Et c'est un tout petit peu comme ça que la Commission européenne, sa présidente actuelle, mais pas mal d'autres gens dans l'entourage du Conseil, pour ne pas parler de ce président du Conseil, le Belge Michel, qui dit c'est ça ou l'écroulement de l'Union européenne. Alors ça, c'est une vieille technique de rendre des projets qui sont mal ressentis faussement légitimes. Alors, c'est l'argumentation de gens qui ont peur d'un débat. Alors, face à tout cela, nous avons besoin d'un grand débat à l'échelon européen. Le problème, vous le connaissez très bien, il n'y a pas d'opinion publique européenne, proprement dite européenne. Et la presse ne fait pas son boulot. Elle est slovaque, elle est tchèque, elle est autrichienne, elle est française, elle est allemande. Les événements sont ressentis, sont perçus différemment dans les divers pays. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, nous devrions prévenir les populations que tout l'argent que l'Europe a, je mets ça entre guillemets, généré, c'est de l'argent qu'on va... ce sera la dette, ça sera financé par les générations à venir. C'est-à-dire, c'est une façon de voler l'avenir des prochaines générations. Et si je peux me permettre encore une fois, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que la base de la démocratie, c'est le vote de l'impôt. Tout à fait. Eh bien, la dette, c'est de l'impôt différé. Mais qu'on impose à des gens qui ne sont pas nés, donc qui ne peuvent pas la voter. Donc, si vous voulez, la dette, c'est en quelque sorte, juridiquement, c'est un impôt non démocratique, puisqu'il n'est pas voté par ceux qui vont le supporter. Oui, et l'impôt est, vous le savez très bien, une cotisation, une redevance que l'État peut utiliser à ses fins. Donc il n'y a aucun nexus entre c'est la fongibilité de l'impôt. Donc il en fait ce qu'il veut. Alors le formidable ministre de l'économie français, M. Le Maire, l'a dit encore, enfin nous avons obtenu deux choses. L'Allemagne a abandonné son veto à une solidarité d'endettement. C'est un véritable triomphe de la politique française, parce que pour lui, ce n'est qu'un début. Oui. Ce n'est qu'un début. Il sait très bien, comme tous les autres, que la signature de la Grèce ne vaut rien du tout, et que ce sont les pays avec une meilleure gestion de leurs finances publiques, meilleure que l'Italie, ce qui n'est pas très difficile, qui vont enfin se porter garant. Alors, en bref, ce sont ces pays-là qui se porteront garant de cette dette. Ça, c'est un premier acquis de la tactique française. Et deuxièmement, il sait très bien, même avec le budget européen augmenté, ça ne suffira pas pour rembourser toute cette dette. Donc, il y aura forcément des impôts. Et là, encore une fois, on ne l'a pas dit expressément. On le dit, on va en discuter. Mais les traités sont explicites à cet égard. Il n'y a pas d'impôt. Ni le Parlement, ni le Conseil a le droit d'imposer ou d'octroyer des impôts. C'est-à-dire, on essaye de glisser dans un processus de fédéralisme fiscal qui est dangereux, non seulement parce que financièrement, c'est un piège, mais également parce que les populations, les peuples européens n'ont pas préalablement eu un débat. Ils n'ont pas consenti à cela. C'est donc l'impôt sans consentement. Ça, c'est une façon de ruiner nos démocraties. Mais toujours, vous savez, c'est ce que disait Jean-Paul II, un Polonais. Il disait une démocratie, c'est pas difficile, ça se passe dans des frontières, avec des gens qui votent, le perdant accepte sa défaite, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y a une autre façon de gouverner que la sienne, ce qui n'est pas le cas en Europe, puisqu'ils n'acceptent jamais leur défaite, ils reviennent toujours en arrière. Et ça se passe aussi avec les gens qui consentent à l'impôt. Donc, si vous voulez, on n'a aucune de ces trois caractéristiques présentes en Europe. Donc, l'Europe n'est pas une démocratie, c'est un impôt qui est non consenti, et les gens au pouvoir refusent une alternative démocratique à leur pratique.
Donc on est vraiment devant un monde qui devient, comme vous l'avez souligné, c'est du totalitarisme mou. C'est pas un totalitarisme dur, il n'y a pas encore de goulag, mais il y a un goulag intellectuel, parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai du mal à me faire entendre sur le réseau officiel, quoi. Je suis pas invité tous les jours. Je regrette dans ce contexte particulièrement le reportage extrêmement biaisé des médias en France comme en Allemagne. Bien sûr. On qualifiait ce compromis historique comme un grand pas en avant, un acquis. C'est l'absence totale de raison critique du côté des médias publics et également quelques chaînes privées, en France surtout, qui ont voulu saluer, je dirais, le résultat de ces négociations. Si je peux me permettre, les chaînes privées, elles sont privées si l'on veut, mais elles sont surtout dans les mains d'intérêts privés qui ont beaucoup de contacts avec le public. Vous voyez ce que je veux dire? Les chaînes privées en France, ça n'est pas un garantie d'indépendance, une garantie d'indépendance. Alors, premièrement, donc, une absence totale de reportage critique, de description, je dirais, analytique de ce qui s'est passé. Et donc, les médias font partie d'une grande machine de propagande européenne. Oui. Alors, le plus important, à mon avis, c'est que la Commission sera maître du jeu, non seulement pour allouer un certain nombre de fonds en Pologne ou en Bulgarie pour construire ou pour faire construire encore tel ou tel pont ou tel barrage, mais la Commission, d'ores et déjà, arrose un très grand nombre, sinon tous les think tanks en Europe, pour se mettre en conformité avec leurs pensées. Vous arrivez plus à repérer des think tanks qui sont aussi critiques que l'Institut des libertés. Il n'est pas critique, il veut simplement que la loi soit... Il veut que la loi soit appliquée, le pauvre Institut des libertés. Il voudrait que la légalité règne. Ou le désagrément d'être complètement épargné par la mainstream. Les jeunes scientifiques, les jeunes chercheurs qui veulent aujourd'hui faire une carrière dans l'économie, dans le droit, dans la recherche scientifique, eh bien, ils se privent de beaucoup de fonds, presque de tous les fonds, s'ils prennent une attitude très critique vis-à-vis de la Commission de Bruxelles et surtout vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. C'est vrai également pour les journalistes. La Banque Centrale Européenne exerce ce plan-là un pouvoir vraiment dictatorial, et ça a surtout commencé avec Mario Draghi. Celles et ceux qui donnent des commentaires critiques ne sont plus invités aux conférences de presse, ne sont plus invités à tel ou tel cocktail. Un journaliste vit de l'information. Voilà. Et de ses contacts. Les jeux sont faits. Et ça est inadmissible. L'Europe est devenue un discours, un topos, pour se rapprocher de plus en plus de quelque chose antidémocratique. Oui. Et contre la liberté. C'est-à-dire, les élites à Bruxelles et dans la Banque Centrale Européenne se sont servis de ce topos pour légitimer un projet qui devient de plus en plus totalitaire et qui devient de plus en plus totalitaire dans la mesure où ces élites ont bien compris que ça va vers son bout. L'euro n'a pas fonctionné. L'euro n'a jamais fonctionné. Au début, ça donnait lieu à un feu de paille oui. En Espagne, en Grèce également. Nous connaissons très bien la suite. Donc les gens un peu intelligents, un peu comparables aux communistes intelligents dans les années 80, ont bien compris que ça ne peut pas fonctionner. Sauf que si on arrive à faire organiser un système de transfert gigantesque. Alors ce qu'on a fait maintenant, c'est presque une dernière tentative d'organiser beaucoup d'argent pour donner satisfaction ou pour endiguer le mécontentement social dans un certain nombre de pays. Mais l'histoire a déjà prononcé son arrêt sur le projet de l'euro. C'est un projet peut-être noble, mais totalement erroné, qui aujourd'hui crée la grande division, la scission de l'Europe
et qui va mettre nos peuples dans une situation de confrontation que nous avons, grâce au marché commun, pu éviter pendant de longues années. Mais je ne saurais être plus d'accord. Alors donc, ceci est là, sans doute le numéro 2 d'une longue série de conversations que nous allons avoir, vous et moi. On a bien fait un diagnostic, à mon avis, qui correspond plus à la réalité que ce qu'ont fait les journaux et les médias en France et en Allemagne. Et je voudrais... Oui. Et nous avons donné l'exemple du franco-allemand. Et nous avons donné l'exemple on peut être franco-allemand et pas se taper sur la figure. Voilà. Alors, cette mise en entente cordiale, pratiquée toujours à l'occasion des sommets, est remplacée par une entente vraiment cordiale entre vous et moi. Sur des principes intellectuels, qui était ça ce qu'il y avait au début de l'Europe. C'était pas des amitiés, c'était des principes intellectuels qui étaient à la création de l'Europe. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que vous aurez trouvé un moyen d'aller vers une action et des actions en justice puisque vous en avez les moyens en Allemagne et que nous ne les avons pas en France, j'aimerais que vous veniez nous en faire part à l'Institut des Libertés pour que les Français soient au courant de ce qui se passe. Bien entendu, je le ferai aussitôt que possible, mais... et si je peux vous aider de parler de projets qui ne sont pas encore mûrs. Bien sûr. On en parlera dès que les dés sont jetés, mais je pense à côté du juridisme et du contentieux, il faut un plus grand rassemblement des citoyens pour Tout à fait. ne pas laisser le débat intellectuel par celles et ceux qui sont en train de voler de l'argent aux générations à venir. Parce que ça, c'est... Et pour le gaspiller. Hein? Et pour le gaspiller. L'argent pour arroser l'Europe pendant quelques temps et pour corrompre les intellectuels du sud au nord, de l'est à l'ouest, de se conformer au discours intégrationniste de la Commission européenne. Je pense à côté de ça, et contre cela, il y a une autre Europe. Cette Absolument. Europe, c'est bien incarné par vous, peut-être un peu par moi, par d'autres femmes et hommes dans d'autres pays qui ont peut-être pas toujours notre avis, mais c'est ça. Mais ça n'a aucune importance. Qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, mais ce qu'il faut, qu'ils ne soient pas d'accord avec eux. La civilisation européenne, c'est bien un plurivers. C'est un désaccord permanent. De la diversité. Absolument. Ce n'est pas le conformisme des bureaucrates de Bruxelles. Non, merci beaucoup. Et encore une fois, j'attends avec impatience les prochaines vidéos, parce que moi, je trouve ça très intéressant. Merci. Merci mille fois. Cette rencontre fort amicale. Je salue la France, je salue... Et je vous attends à Avignon quand vous voulez. Voilà, qui nous ont écoutés. Très bientôt. Merci beaucoup.